Dans les bonnes mœurs, une mère est censée aimer ses enfants, les protéger, leur offrir de l'amour et leur donner toutes les clés pour devenir des adultes épanouis. On n'imagine pas une mère faire du mal à son enfant. Mais il y a malheureusement des femmes dans ce monde qui sont dépourvues d'empathie et qui ont commis des actes abominables. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui Jeanne Weber, connue sous le nom de l'ogresse de la Goutte d'Or. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo sur la chaîne. Dans cette nouvelle chronique, si je peux appeler ça comme ça, nous allons parler de tueurs en série. Enfin plutôt de tueuses. De femmes qui ont commis des choses atroces à travers le monde et les époques. Je n'ai pas encore trouvé de nom pour ce nouveau format de vidéo, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et on est parti. Le 7 octobre 1874 à Quérity, près de Paimpol, naît Jeanne Moulinet. Son père est pêcheur, sa mère est ménagère et fermière. Et Jeanne aide beaucoup sa mère dans leur quotidien. Par exemple, pour s'occuper de la maison, pour s'occuper de ses frères et sœurs. Et comme vous pouvez vous en douter, Jeanne ne fréquente pas beaucoup les bancs de l'école, voire même pas du tout. Elle travaille avec ses parents dès son plus jeune âge. C'est quelque chose de normal, on va dire, à l'époque. Les enfants travaillaient très jeunes pour pouvoir aider leurs parents. Tout se passe plutôt bien pour Jeanne jusqu'à ses 14 ans. Jusqu'au moment où elle décide de prendre un billet de train avec ses économies pour partir à Paris. C'était très fréquent à cette époque que les jeunes filles quittent le cocon familial, très jeunes, pour trouver du travail dans les grandes villes. Une fois arrivée sur Paris, elle ne tarde pas à trouver du travail comme garde d'enfants chez un architecte. Mais très vite, ce gentil monsieur âgé d'une quarantaine d'années n'hésitera pas à rejoindre Jeanne dans sa chambre tous les soirs. Je pense que je ne vais pas vous faire un dessin de ce qui s'y passe dans cette chambre, vous vous en doutez très bien. Et cette situation va durer pendant des années. D'après ce que j'ai pu trouver sur divers témoignages, Jeanne serait tombée amoureuse de son patron. Il prenait soin d'elle. Cependant, à l'âge de 19 ans, Jeanne va tomber enceinte de son patron. Et celui-ci va la forcer à avorter. Et immédiatement après ça, il va la renvoyer. Alors vous pouvez vous dire que c'est un homme horrible. Il force une jeune fille de 19 ans à avorter. Ensuite, il la renvoie comme une malpropre, pour ne pas entacher sa réputation. Mais il lui fait quand même une lettre de recommandation pour qu'elle puisse trouver du travail facilement après ça. Jeanne se retrouve donc à la rue et va faire de petits boulots pour pouvoir survivre. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Jean Weber, un camionneur réputé pour être alcoolique. Très vite, il va la demander en mariage. Jeanne va accepter, car se marier avec cet homme la sortira de sa situation précaire. Elle devient donc ainsi Jeanne Weber. Ils emménagent tous les deux dans un petit appartement dans le quartier de la Chapelle. Ils vont avoir des enfants, mais les deux premiers enfants vont mourir dans des situations assez étranges. Mais aucun soupçon ne se portera sur Jeanne à ce moment-là. Après ces deux tragédies, le couple déménagera et s'installera finalement dans le quartier de la Goutte d'Or pour se rapprocher de la famille de Jean. C'est à partir de là que des morts très étranges vont commencer à se produire. Même si, on peut le dire, le décès de ses deux premiers enfants était quand même très étrange. Le 2 mars 1905, Jeanne s'occupe de Georgette, âgée de 18 mois. C'est la fille de sa belle-sœur. D'après les dires de Jeanne, la petite serait subitement tombée malade et serait morte sous ses yeux sans qu'elle ne puisse rien faire. Le médecin qui va examiner le corps de la petite va conclure à une pleurésie. C'est une inflammation de la membrane qui recouvre et protège les poumons. Mais curieusement, il ne va pas remarquer les marques qui se trouve autour du cou de la petite fille. Donc aucun soupçon ne se porte sur Jeanne, évidemment. Et elle va continuer à s'occuper d'enfants. Beaucoup vont mourir de convulsions ou de morts subites inexpliquées. Mais à aucun moment Jeanne n'est accusée ou même soupçonnée. Même si je pense qu'il y aurait quand même de quoi se poser des questions. Le 25 mars de la même année, Jeanne aura sous sa responsabilité Germaine, la fille de son beau-frère cette fois-ci. Elle est âgée de 7 ans et elle sera prise, comme beaucoup d'autres enfants, d'une crise de suffocation et de marques inexpliquées autour de son cou. Mais la petite fille ne décédera pas, du moins jusqu'au lendemain. Jeanne se voit de nouveau confier la garde de l'enfant. Et malheureusement, la petite fille ne va pas survivre à une journée de plus avec sa tante. Encore une fois, les marques de strangulation sont totalement ignorées, et le médecin va de nouveau conclure à un décès par maladie. Cette fois-ci, c'est de la faute de la diphtérie, qui est une infection bactérienne maintenant disparue en France. Quelques jours plus tard, Suzanne, âgée de 3 ans, mais aussi Marcel, âgé de 7 ans, meurt également dans des conditions similaires. Les soupçons commencent enfin à converger vers Jeanne, mais aucune plainte ne va être déposée contre elle. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Le 5 avril, toujours de la même année, Jeanne va inviter ses deux belles-sœurs pour le dîner. Les deux femmes vont partir au marché pour acheter la nourriture du soir, et Jeanne va rester avec le petit Maurice âgé de 2 ans. La maman du petit garçon va cependant revenir très vite à la maison, pour retrouver son fils allongé sur le lit, haletant, et des ecchymoses autour de son cou.
et Jeanne penchée au-dessus de lui, avec une expression sur le visage qu'elle qualifiera comme de la folie. Là, je pense évidemment qu'on ne peut pas faire plus flagrant, donc Jeanne va être dénoncée à la police et envoyée en prison. Si seulement. Une plainte va effectivement être déposée, et le procès de Jeanne va débuter le 29 janvier 1906. Elle est accusée du meurtre de plusieurs enfants, mais Jeanne est acquittée et déclarée innocente, parce que le médecin appelé à la barre pour témoigner a conclu à des morts naturelles. Jeanne échappe ainsi de justesse à la guillotine. Elle est présentée par la presse comme une victime, et bénéficie donc d'une réhabilitation. Une fois relâchée, cependant, son mari ne veut plus la voir et la chasse de la maison. Elle change son nom pour celui de Glaise et part s'installer à Châteauroux dans l'Indre. Sauf qu'encore une fois, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de maison, mais finit très vite par se faire héberger par un agriculteur du nom de Sylvain Bavouzet. Sauf que très peu de temps après avoir accueilli Jeanne chez lui, son fils va décéder dans les mêmes circonstances que les enfants précédents. La famille va découvrir le vrai nom de Jeanne et toute l'histoire qui la précède et va déposer plainte. Sauf qu'à cette époque, apparemment, la justice et la médecine sont extrêmement bien foutues et Jeanne va de nouveau être acquittée. Après ça, elle ne va pas tarder à se faire embaucher dans un hôpital pour enfants. Un hôpital pour enfants. Pas un problème, quelque part. Mais là, apparemment, il ne va rien se passer de grave. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de décès qui auront été déclarés. Quelque temps après, Jeanne quittera la région pour aller travailler à la Maison des Enfants, de Cailloué-Orgeville dans l'Eure, sous le nom de Marie Lemoine. Cette maison est dirigée par des amis de Jeanne qui souhaitent, je cite, « rattraper les torts que la justice a infligés à une femme innocente ». Sauf que peu de temps après ça, elle est surprise en train d'étrangler un garçon. Encore. Le directeur de l'établissement ne portera pas plainte, mais va cependant renvoyer Jeanne sans vouloir ébruiter l'affaire. Parce que c'est vrai qu'une mauvaise pub est pire que la mort d'un enfant, c'est bien connu. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi elle a fait ça, mais Jeanne va se rendre dans un poste de police et avouer ses crimes. Sauf que la police ne veut pas rouvrir le dossier et va directement la faire interner. Elle va être libérée très peu de temps après et va retourner très vite sur Paris. Là, elle va se faire arrêter pour vagabondage, et aussi parce qu'elle parle toute seule dans la rue. Elle va de nouveau être envoyée à l'asile, celui de Nanterre. Et là, vous pouvez vous dire que ça y est, l'ogresse de la Goutte d'Or est enfin mise hors d'état de nuire. Eh bien, non, toujours pas. Les médecins vont la déclarer totalement saine d'esprit et la relâcher aussi vite qu'ils l'avaient internée. De là, pour pouvoir survivre, Jeanne va se lancer dans la prostitution et se trouvera vite un nouveau compagnon, un certain Émile Boucherie. Les amants vont s'installer dans une auberge tenue par la famille Poirot et Jeanne va continuer à se prostituer au sein même de l'établissement. Elle va se lier d'amitié avec les propriétaires de l'établissement. Cette famille se compose de Monsieur Poirot, de Madame Poirot et de leurs deux fils, Fernand et Marcel. Jeanne va être surprise un soir en train d'étrangler le petit Marcel avec des mouchoirs ensanglantés noués bout à bout. Mais cette fois-ci, Jeanne sera arrêtée immédiatement et placée en détention en attendant son procès. Le procureur de la ville va demander à ce qu'une expertise mentale soit effectuée sur Jeanne. Celle-ci va révéler que Jeanne souffre d'hystérie, d'épilepsie, d'une grande perversion et de sadisme envers les enfants. Mais cette fois-ci, Jeanne refuse de reconnaître les meurtres et refuse également d'être représentée par un avocat. Une autre expertise va montrer qu'elle souffre d'aliénation et l'asile est alors recommandé. C'est le 19 décembre 1918 que Jeanne va être déclarée folle et internée dans un hôpital psychiatrique près de Bar-le-Duc. Elle décédera environ 7 mois plus tard, le 5 juillet 1918 d'une inflammation du rein. Elle avait 43 ans. Jeanne Weber n'a jamais réellement payé pour ses crimes, qui sont au nombre de 8 et 2 tentatives de meurtre. Si les médecins avaient tenu compte des marques de strangulation des premières victimes de Jeanne, elle aurait pu être arrêtée beaucoup plus tôt, et un bon nombre d'enfants auraient été sauvés. Plusieurs personnes qui se sont penchées sur le cas de l'ogresse de la Goutte d'Or pensent que Jeanne aurait commis ces meurtres suite au traumatisme qu'elle a vécu quand elle était jeune, quand son ancien patron et amant l'a forcée à avorter et qu'il l'a chassée par la suite. Elle devait sûrement être très amoureuse de cet homme avec qui elle a eu une relation cachée pendant des années, et devoir tuer le fruit de son amour pour lui a sans doute déclenché une haine viscérale envers les enfants, y compris pour les siens qu'elle a eu avec un homme qu'elle n'aimait pas du tout. C'est donc ainsi que se termine l'histoire de Jeanne Weber, aussi connue sous le nom de l'ogresse de la Goutte d'Or. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et jetez toujours un coup d'œil par-dessus votre épaule.